Je voudrais d'abord vous parler des difficultés que le marché de travail tunisien est en train de vivre avant, mais depuis la Révolution, puisque c'est la mode maintenant de garder cette date comme date charnière. Vous savez, avant la Révolution, la Tunisie présentait une situation macroéconomique relativement saine. C'est vrai, hein, c'est une vérité. Cette situation macroéconomique, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Certes, déséquilibre macroéconomique, mais à cela ont été associés, et cela à partir au fait essentiellement du plan d'ajustement structurel de FMI, ça a été associé avec des inégalités essentiellement spatiales, mais aussi avec un affaiblissement du rôle de l'État, qui jouerait un rôle très important au niveau de l'emploi, hein, l'État-providence, qui dans certaines régions garantissait l'essentiel de l'emploi. Donc ce plan d'ajustement structurel a tout simplement affaibli, comme je le disais tout à l'heure, le rôle de l'État dans les régions de l'intérieur, ce qui a augmenté les inégalités entre Est et Ouest, littoral et intérieur du pays. Donc, de fortes disparités après la Révolution, qui n'ont fait qu'augmenter depuis, un fléchissement total des équilibres macroéconomiques suite à un ralentissement de l'activité économique, ce qui est tout à fait normal, et enfin des tensions politiques internes et externes, qui rajoutent au problème actuel du marché du travail. La courbe du chômage que vous voyez là, à partir de 1990, j'ai fait exprès de vous présenter une courbe blanche pour montrer que cette courbe est relativement stable. Et faites attention, hein, c'est l'effet illusoire. Hein, dès que l'échelle s'allongera, vous allez avoir des disparités. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir le pic de 2011, où le taux de chômage est passé en réalité de 13%, selon l'INS, à 18,9%. Et ensuite, ça c'était 2011, et ensuite la courbe a commencé à descendre, à décroître, pour retrouver un taux de chômage actuel de 15,2%, ça c'est le taux de 2014, mais en 2015, le dernier chiffre, premier trimestre 2015, 15,2% selon l'INS toujours. Je fais juste une remarque au passage, c'est que, comme par miracle, sur les 20 dernières années, chaque fois que l'INS a changé la formule de calcul du taux de chômage, comme par miracle, le taux de chômage a baissé. Donc voilà. Bon, c'est un jeu de formules qui est légitime en réalité, mais qui cherche aussi quelque part à camoufler ou bien à adoucir certaines réalités. Vous savez, un taux de chômage, n'importe quel indicateur, c'est un baromètre. Si vous avez de la température, que vous utilisez un thermomètre, qu'il vous indique que vous n'avez que 37 degrés, alors que vous en avez 40, excusez-moi, vous êtes foutu. Alors c'est quelque part la même chose. Si nous avons un taux de chômage qui indique que nous avons un chômage de 15,3%, alors qu'en réalité nous en avons 25%, vous pouvez mettre en place toutes les politiques publiques que vous voulez, vous n'allez pas attaquer les 25%. Donc il est impératif de batailler pour que l'INS utilise les arguments, les outils, utilise les formules qui sont adéquates avec notre situation. En réalité, ce matin, il a été clairement dit que n'importe quel indicateur devrait aussi se prêter à la transversalité. C'est intéressant d'avoir des taux de chômage comparables avec les autres pays. Ça, c'est impératif. Je suis tout à fait d'accord avec Michel quand il dit ça. N'importe quel paramètre qui sera construit devrait se prêter à cet exercice de la transversalité. En même temps, certaines spécificités pourraient nous amener à avoir plusieurs types de paramètres. C'est-à-dire, on peut construire un taux de chômage qui obéit à la définition du BIT, avec toutes ses caractéristiques, mais aussi pour certains secteurs d'activité, pour certaines catégories, on gagnerait à avoir des indicateurs spécifiques. Ça se fait en France, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et ça pourrait de traiter certaines catégories, certains secteurs d'une manière beaucoup plus chirurgicale. Vous voyez, le taux de chômage lui-même est un indicateur agrégé et qui ne reflète pas vraiment la réalité du pays. Et puis, ce qui est marqué en bas permet de développer cela. Le chiffre, le taux de chômage que je viens de vous donner, souffre lui-même de disparités. Disparités par genre,
des disparités par âge, par genre. Je veux dire que les femmes sont défavorisées. Je reviendrai à ça par une petite courbe aussi. Par âge, puisque les plus jeunes sont touchés le plus par le chômage. Par niveau d'instruction, puisque ces dernières années, ce sont les diplômés qui en souffrent le plus. Vous aurez aussi une petite courbe. Et enfin, toutes les disparités spatiales viennent augmenter ces trois disparités que je viens d'indiquer. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous allez avoir de plus fortes disparités que sur le littoral. Vous voyez? Voilà, je vais vous parler de ça. Et puis, je vais utiliser quelques définitions économiques lourdes, vous m'excuserez, pour justifier cela. Vous allez vous en rendre compte. Alors, un retour sur le déséquilibre sur le marché du travail. Hein. Je disais tout à l'heure que nous souffrons d'un déséquilibre. Ce déséquilibre est certes quantitatif, qui se traduit par le taux de chômage, élevé, mais aussi c'est un déséquilibre qui est de nature qualitative. Alors, la nature qualitative, c'est qu'il y a vraiment une inadéquation entre une offre et une demande. Donc, nous verrons ensemble les caractéristiques de l'offre, mais aussi nous verrons les caractéristiques de la demande. Et vous allez voir clairement que si vous les confrontez, vous allez voir qu'il ne s'agit pas juste d'une question de chiffres. Hein, 100 n'est pas égal à 100. Bon. Selon les données de l'ANETI, vous remarquerez très bien, alors mes trois courbes sont de couleurs différentes, et c'est clair, j'espère que pour tout le monde. Là, vous avez une série qui représente l'offre et la demande d'emploi et le placement selon l'ANETI. Vous trouverez pas la courbe, mais les chiffres sur le site de l'ANETI. Et vous voyez très bien que à partir de 2010 et après surtout, eh ben, la demande d'emploi qui a enregistré le pic le plus important, ça c'est évidemment 2011, par la destruction même d'emplois qui a eu lieu pendant cette même année. Cette courbe est restée jusqu'à aujourd'hui, qui est une courbe qui enveloppe les deux autres courbes, à savoir la courbe de placement tout en bas. Vous voyez, la courbe en vert, ça ce sont les placements qui sont réalisés par l'ANETI. Mais aussi la courbe de l'offre, qui est elle aussi tout en haut. C'est-à-dire que nous avons vraiment une situation très délicate. Vous voyez, offre, une demande largement supérieure à l'offre et un niveau de placement qui reste très faible, qui avoisine les 60 000 ou un peu plus, c'est pour les derniers chiffres, alors que l'on sait que pour pouvoir avoir un équilibre entre offre et demande, on devrait créer au moins 90 000, c'est ça, c'est cela? On devrait assurer au moins 90 000, et cela sans résorber le taux de chômage actuel, c'est-à-dire 190 000 pour ne pas augmenter le stock de chômeurs. Alors, pourquoi ce déséquilibre qualitatif? Trois constats qui nous expliqueraient très simplement cette notion de déséquilibre qualitatif. Des attentes. Alors, l'offre d'emploi en Tunisie, elle est positionnée sur des niveaux de faible qualification. Vous savez, si vous regardez la structure de l'emploi, la structure sectorielle, mais aussi agrégée, vous allez trouver qu'un peu plus de 16% uniquement de l'ensemble des emplois, c'est-à-dire 16% de tous ceux qui travaillent, ont un niveau d'instruction supérieur. 84% des emplois occupés en Tunisie correspondent à des individus qui ont des niveaux d'instruction inférieurs au bac. Donc cela veut dire que notre système productif n'offre pas suffisamment de place pour les diplômés du supérieur. Vous voyez? Donc ça, c'est la structure actuelle. Ensuite, une demande additionnelle, ceux qui viennent sur le marché, les nouveaux entrants, eh bien eux, au fait, ils sont fortement qualifiés, au moins au niveau de la certification. Et certification ne veut pas dire employabilité, faites attention. Avoir un diplôme de master ne veut pas dire que vous êtes qualifié pour ce niveau-là, vous voyez. Mais de toute façon, c'est le seul niveau d'évaluation aujourd'hui, même si le concept d'employabilité devrait être creusé davantage. L'université a continué donc, et depuis longtemps, un rapport en 86 disait cela, l'université a continué de former en fonction de sa capacité d'accueil et même plus. Vous savez, l'université devrait former pour les besoins d'un système productif. On forme les gens pour le marché. Certains profils devraient coller parfaitement avec la demande, d'autres profils pourraient enregistrer un certain surplus pour avoir une concurrence, pour améliorer les rendements. On le sait. La théorie de l'offre et de la demande et l'adéquation du matching nous dit cela. Ben, on a intérêt à avoir une offre légèrement supérieure, une demande légèrement supérieure à l'offre de travail. Mais bon, l'université, par populisme, à un certain moment, a formé des gens
à continuer à former d'une manière quantitativement surdimensionnée. Alors c'est du populisme au vrai sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'on a augmenté les taux de réussite au bac, rappelez-vous, on a poussé à augmenter les taux de réussite dans les universités et on a poussé les jeunes à intégrer la fac, mais d'une manière presque systématique. La conséquence, c'est que les métiers dans notre pays sont dévalorisés. Vous savez, si vous annoncez à un parent que son fils va suivre un bac pro plomberie, ben c'est un deuil familial en Tunisie. Si vous lui dites on va lui donner un BTS ou bien un électricien, ça ne marche pas. Hein. Les métiers sont socialement dévalorisés dans notre pays, bien qu'ils sont les plus demandés. Je reviendrai à ça tout à l'heure, aujourd'hui bien sûr. Ensuite, la formation professionnelle elle-même, c'est une formation professionnelle qui n'est pas intégrée dans un système d'orientation principal, mais qui est elle-même induite. C'est-à-dire nous avons des centres de formation, nous avons un potentiel très important qui n'est pas exploité à 100%. Ces messieurs de l'ANITI sont là pour confirmer. Et pour cause, c'est que nous n'avons pas un système d'orientation systématique vers cette formation professionnelle, mais nous avons un système qui soit, il reprend pour des requalifications, soit pour des primo-qualifications, mais sur une demande individuelle et non une demande de système. Donc un système de formation professionnelle qui devrait être d'abord amélioré au niveau du potentiel, au niveau des filières, mais aussi qui devrait être optimisé et qui devrait lui-même répondre à une vraie demande de marché. Si je reviens maintenant à la caractéristique de la population totale, la population active occupée, bon, quelques chiffres montrent qu'en réalité, 84,8% de la population active tunisienne est occupée, ça correspond à 3 300 000, un taux d'accroissement annuel moyen de 2% sur les 10 dernières années. La part des diplômés du supérieur dans la population active occupée, elle est passée de 6,9% en 1994 à 16,9% en 2011. C'est le dernier chiffre dont je dispose. 2013. Bref, l'emploi sectoriel, c'est-à-dire nous avons plus de diplômés qui sont occupés. L'emploi sectoriel, la structure productive, elle a quand même évolué d'une manière significative. Regardez l'agriculture qui employait à un certain moment, c'est-à-dire 94, 21,9%. Aujourd'hui, elle n'emploie que 13,3%. Connaissons tous l'importance de ce secteur. Alors cette baisse de l'emploi devrait se traduire logiquement par une mécanisation, par une amélioration de l'outil de production. L'analyse sectorielle interne montre que ce n'est pas le cas. Mais c'est une baisse par effet d'exploitation. L'industrie manufacturière, 19% en 1994, elle a même baissé, 18,4%. Alors nous savons que ces secteurs-là, je parle de l'industrie, ce sont des secteurs les plus porteurs en termes de création d'emplois jeunes et surtout en termes de valeur ajoutée et d'emplois qualifiés, jeunes qualifiés. Enfin, le secteur des services domine, puisque à peu près la moitié de l'ensemble des travailleurs tunisiens sont occupés dans ce secteur, et ce depuis 1994, une légère hausse en passant de 47 à 52%. Pardon ? Non, il n'y a pas de distinction par administration publique et secteur privé dans ce que je viens de présenter. Mais il y est, la part y est, hein, c'est agrégé. C'est complètement agrégé. La disparité du chômage par sexe, vous la voyez dans cette courbe. Vous voyez, alors la courbe qui est en rouge, c'est le taux de chômage féminin, qui en 2014 est de 21,5%, alors que le taux de chômage masculin est de 12,7%. La moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 15%. Cette évolution, en fait, cet écart, il a été multiplié par 1,4 à partir de 2011. C'est-à-dire, le taux de chômage féminin après la Révolution, l'écart entre le taux de chômage féminin et masculin après la Révolution, il a augmenté. Je parle de l'écart, pas le taux lui-même, qui a augmenté évidemment, mais l'écart lui-même a été multiplié. En d'autres termes, analyse genre, les femmes sont les plus lésées par les conséquences de la révolution sur l'emploi, sur le marché du travail. Si vous regardez la répartition proportionnelle du chômage, est-ce que la courbe est visible là ? Au fait, c'est une répartition en pourcentage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de jeter un coup d'œil sur la courbe du supérieur.
celle-là, celle qui est en violet, vous allez remarquer que la part des diplômés qui ont un niveau supérieur en chômage et en 1994 était de 1,6%. 47% primaire, 26 et 24% secondaire et néant, et uniquement 1,6% de l'ensemble des chômeurs en 1994 avaient un diplôme universitaire. Cette courbe n'a cessé d'augmenter pour atteindre le 27,1%, c'est-à-dire 27% de l'ensemble des chômeurs possèdent aujourd'hui un diplôme universitaire. Vous savez, depuis la Révolution, on ne parle que de ça. On nous dit toujours que le chômage touche essentiellement les jeunes diplômés. Ils sont 200 000 parmi les 600 000 chômeurs. C'est vrai, mais si vous regardez en fait, cette représentation, vous allez trouver que les chômeurs universitaires ne représentent pas le taux le plus élevé. C'est la courbe qui est en vert, regardez. Ce sont les diplômés du secondaire. Ils représentent 43,6%. Alors, ça, c'est une catégorie qui est complètement oubliée dans les politiques publiques, ou bien de ce qu'on considère être comme politique publique actuellement pour faire face au chômage. Vous savez, pour augmenter l'employabilité de ces populations, on devrait utiliser et appuyer sur des leviers différents. On ne construit pas une politique homogène pour les diplômés universitaires que pour les diplômés du secondaire. Pourquoi alors les politiciens mettent l'accent sur les chômeurs universitaires? Parce que leur courbe a enregistré le taux de croissance le plus élevé. Et ça, c'est une vérité. Donc, nous considérons une première vérité, mais nous oublions une deuxième. Et ça pourrait nuire à résoudre leur problème, le problème des diplômés du secondaire. Ce sont les plus jeunes, en réalité, ayant le moins de qualifications. On reviendra à ça tout à l'heure. Si maintenant, ce que je présentais tout à l'heure, c'était la répartition des chômeurs par catégorie. Maintenant, ces quatre courbes représentent l'évolution du taux de chômage à l'intérieur de chaque niveau d'instruction. Et là, vous voyez très bien que, ce que je disais tout à l'heure, le taux de croissance du taux de chômage le plus élevé est celui des diplômés du supérieur, suivi par les secondaires, primaires, et ce depuis 2001 pour cette courbe jusqu'à 2012. Donc, un double effet qui met l'accent sur des difficultés subies par deux niveaux d'instruction différents auxquels devraient être adressées deux politiques différentes. Je termine avec l'effet, en croisant l'effet âge, mais aussi l'effet genre. Là, je considère juste les jeunes, c'est-à-dire âgés de 23 à 29 ans. Et si vous regardez ce petit tableau, ne regardez pas tous les tableaux, regardez juste les chiffres qui sont en vert, en rouge et en jaune. Alors, d'abord, vous avez là les caractéristiques hommes, femmes et total pour les diplômés, et là pour les non-diplômés. Et ça, c'est le total. On va remarquer qu'en réalité, pour les actifs, le taux d'activité de la gente féminine est très élevé pour les diplômés. Il ne l'est pas pour les non-diplômés. Quand une femme accède à un niveau d'instruction élevé, elle est automatiquement dans le secteur d'activité. Elle est active ou déclarée. Elle n'est pas active, occupée. C'est-à-dire elle est active, elle est sur le marché. Alors que lorsqu'elle a un niveau d'instruction faible, au fait, le taux d'activité de cette gente devient faible. Cela expliquerait en partie le taux de chômage qui est plus élevé pour les diplômés que pour les non-diplômés. C'est-à-dire, la forte participation des femmes va augmenter le taux de chômage global des femmes et des hommes en même temps. Et ça c'est pour les diplômés, alors que le taux de chômage des non-diplômés, 24,1%, sur la classe d'âge 23-29, reste relativement inférieur à celui des diplômés. Enfin, la dernière ligne représente l'emploi indépendant. Vous allez voir que le taux d'emploi indépendant des diplômés, moins de 5%, est largement inférieur au taux de l'emploi indépendant des non-diplômés, qui est de 20%. Donc, au fait, l'université encourage depuis quelques années l'entreprise individuelle, le management, la création, l'entrepreneuriat, Et là, ce n'est pas visible pour ces diplômés, mais il est beaucoup plus visible pour les non-diplômés. Vous me diriez que c'est une situation normale. Quand on ne trouve pas un emploi de salarié ou dans la fonction publique, on crée sa propre entreprise. Donc, au fait, c'est une création par défaut et non pas un comportement, non pas une qualité entrepreneuriale. Les disparités.
là, vous avez la carte du chômage. Et vous voyez que tout ce qui est sombre, c'est des taux de chômage élevés. Hein. Le taux de chômage est clairement donc, très élevé à l'intérieur du pays, au sud. Et plus on va vers les gouvernorats côtiers, plus le taux de chômage devient faible. Progression entre 2008 et 2012 du taux de chômage dans les gouvernorats de l'Ouest, à l'intérieur du pays, est très significative. C'est une moyenne de 5,6% d'augmentation du taux de chômage dans ces délégations. 3 cartes qui permettent au fait de mettre en relation la triptyque investissement privé, solde migratoire et taux de chômage. Regardez la première courbe, celle qui est à votre gauche. Elle vous montre les zones qui sont foncées correspondent à un niveau d'investissement privé très élevé. Et plus la couleur devient claire, plus le niveau d'investissement privé baisse. Vous voyez très bien que l'investissement privé se situe essentiellement sur les zones côtières. Pour le solde migratoire, c'est entrant, sortant, moins entrant. C'est-à-dire ceux qui perdent. Les délégations qui sont sombres, en couleur rouge sombre, correspondent aux délégations qui perdent de la population. Donc la perte vient en association, en harmonie avec le manque d'investissement, et ça crée, malgré cette perte d'individus, un taux de chômage qui est très élevé. En d'autres termes, depuis une quinzaine d'années ou même plus, eh ben, nous voyons en fait se créer en Tunisie ce que nous avons appelé les trappes de pauvreté, les trappes de sous-développement, des zones qui se voient perpétuer des situations économiques très délicates, avec un faible niveau d'investissement privé. Mais vous savez tous que l'investissement public est la locomotive de l'investissement privé. C'est-à-dire s'il y a peu d'investissement privé, c'est qu'il y a aussi peu d'investissement public. Pour conforter cette étude qui a été réalisée au niveau des gouvernements, là vous avez le même type d'étude, mais multidimensionnelle, je reviendrai sur ce concept, mais au niveau des délégations, les fameuses 264 délégations dont parlait Nadia tout à l'heure. Nadia, non ? Voilà. Alors évidemment, ce sont des données relatives à 2010, mais bien, j'attends les données de recensement, je vais te harceler. La courbe, les cartes que vous avez là reviennent à une analyse multidimensionnelle, c'est-à-dire nous avons essayé de calculer un indicateur que nous avons appelé indicateur composite de bien-être. Il est spatialisé puisqu'il est déterminé par délégation, et les couleurs que vous avez là représentent des fortes concentrations d'un niveau élevé ou faible de cet indicateur. Les zones en rouge correspondent à une concentration de délégations ayant un niveau de bien-être élevé. J'insiste que ce niveau de bien-être, l'appellation ICBES, indice composite de bien-être, c'est nous qui avons donné elle est contestable. Hein. J'accepte, sans problème. Mais c'est composite, c'est-à-dire ça reflète au fait plusieurs niveaux d'inégalité, des inégalités économiques, des inégalités sociales, des inégalités au niveau d'accès aux services publics, des inégalités au niveau des caractéristiques des ménages et des logements à travers le recensement, etc. Donc, au fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que, d'abord, la courbe montre qu'il y a de très fortes valeurs faibles et très fortement concentrées de cet indicateur, la couleur rose. Le rouge, c'est de très fortes concentrations positives, et le bleu, c'est des presqu'îlots, c'est-à-dire des délégations qui ont des conditions intéressantes, mais entourées de délégations qui ont de mauvaises conditions. La deuxième courbe qui est à droite, elle est augmentée statistiquement, c'est-à-dire c'est des données, c'est la même carte, mais à droite vous avez des données qui sont statistiquement significatives, quelques de probabilité induite. Vous voyez ? Et là, il y a un centre-ouest, une très forte concentration d'inégalités dans le centre-ouest, dans le nord-ouest, et sur les zones côtières, c'est pas très visible, mais Grand Tunis, Sousse et Sfax, ce sont des zones rouges, c'est-à-dire un niveau de bien-être très élevé, sur la base de plusieurs indicateurs. Je n'ai pas la place là, mais ce même type d'analyse a été décliné selon chacun des groupes d'indicateurs, c'est-à-dire nous l'avons décliné par offre de biens publics, ou bien au niveau des caractéristiques des ménages, etc. Mais la réalité reste presque la même systématiquement. Donc, alors voilà, là je viens de terminer la première phase de ma présentation et qui revient en fait sur un diagnostic de la situation. Voilà ce que nous avons en termes d'emploi et induit, on a poussé un petit peu au-delà de l'emploi. Mais je vais essayer maintenant de m'expliquer tout cela. Et on va l'expliquer en 3 ou 4 indicateurs économiques globaux. Alors d'abord,
les deux courbes que je mets l'un à côté de l'autre reflètent en réalité d'abord le nombre de diplômés du supérieur, qui n'a cessé d'augmenter, surtout pour les niveaux à gauche. Il n'a cessé d'augmenter, surtout pour le niveau supérieur. Et à droite, ce qui est en noir, c'est la place accordée à ces diplômés sur le marché du travail. Et là, tout en bas, le secteur, analyse sectorielle, hein, bien sûr, tout en bas, vous avez le secteur des banques et assurances, et c'est le seul secteur où la part des diplômés dépasse les 50% de l'ensemble des emplois. Donc, cela veut dire qu'une faible part des emplois est offerte pour cette même catégorie. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est l'évidence statistique relative à cela. Cette situation ne fait qu'empirer. Ensuite, si je termine mon analyse sectorielle, on peut voir clairement que la part du PIB sectoriel montre que le secteur des services marchands est celui qui a la part du PIB la plus importante, la contribution à la richesse, et que des secteurs très intéressants, porteurs en termes de création d'emplois jeunes et en termes de création de valeur ajoutée, ont une contribution très faible. Notamment les secteurs à croissance rapide, tels que l'éthique, l'industrie automobile, etc., sur les 10 dernières années, leur valeur reste très faible. Le poids des secteurs porteurs et fortement créateurs d'emplois jeunes et de valeur ajoutée pour l'économie, pour qu'il y ait un changement au niveau de la structure productive, reste très faible dans le PIB. Toujours sur la même base de l'analyse sectorielle, une incohérence évidente. Regardez ce qui se passe au niveau du secteur du textile et de l'habillement. C'est le secteur qui a la part de l'emploi la plus importante. En rouge, c'est 200 000 emplois, mais qui a en même temps la productivité, une des productivités les plus faibles, 0,8%, contre une productivité sectorielle moyenne qui est de 2%. Productivité sectorielle. Pourquoi, d'abord, comment expliquer cette incohérence? Pourquoi un secteur qui est fortement utilisateur de main-d'œuvre présente une faible productivité? Parce que ce secteur est placé sur un niveau technologique très faible. Ce secteur est placé uniquement par une utilisation de main-d'œuvre qui est moyennement, voire faiblement qualifiée. Vous voyez, la conséquence, c'est que il n'y a pas de vraie valeur ajoutée. Et donc, si on garde le fonctionnement de ce secteur de cette manière-là, il est évident que nous ne pourrions pas trouver toujours de place pour ces individus. Autre chose qui est très importante et qui va dans le même sens, c'est le dernier point, la grande illusion, le grand tour de magie, qui nous dit que, tout le monde a certainement entendu un jour cette phrase, si on arrive à 1% du PIB correspond à une création d'emplois. Combien? Non. À peu près 18 000. En moyenne, on nous dit que 1% du PIB va générer 18 000 emplois. Attention. Alors, ça suppose qu'il y a un sentier d'expansion qui est illimité. Mais lorsque votre sentier d'expansion ne dépasse pas les 16%, c'est-à-dire la création d'emplois qualifiés est très faible, vous ne pouvez pas aller plus loin. Nous avons, le système productif actuel a atteint son sentier maximum. Donc, au fait, cette histoire d'augmenter le taux de croissance qui entraînera automatiquement une augmentation, une création d'emplois, reste très contestée. Deuxième, que faire? Changer un peu la structure de notre système productif, faire en sorte que certains secteurs se positionnent sur un niveau réellement créateur d'emplois pour les jeunes et pour les diplômés. Regardez ce que nous dit, au fait, cette élasticité PIB de l'emploi jeune. Elle nous dit élasticité PIB de l'emploi jeune, c'est-à-dire la variation de l'emploi induite par la variation du PIB. Si le PIB augmente, combien va-t-on créer d'emplois jeunes? La valeur moyenne est très faible, elle est même inférieure à 1. C'est-à-dire, si vous faites une augmentation du PIB de 1%, vous n'allez pas créer de l'emploi jeune. Vous allez créer de l'emploi, c'est ce qu'on nous dit, mais pas de l'emploi jeune, selon l'élasticité globale, mais aussi sectorielle. Alors ça, c'est très grave, très grave. Ça veut dire que nous avons un système productif qui est complètement saturé, qui est complètement bloqué avec sa structure actuelle pour résorber le chômage des jeunes et le chômage des plus diplômés. Voilà notre problème majeur. Évidemment, je ne vous parlerai pas des solutions d'une manière détaillée, je n'ai pas de la place pour ça, j'aurais bien aimé, vous la trouverez dans notre publication Tunisie l'Espoir, je fais un peu de pub. Mais en réalité,
il est indispensable. Alors certains prônent, ils parlent d'un nouveau modèle de développement. C'est beau de parler d'un nouveau modèle de développement. Moi je dirais tout simplement, essayons de chercher un nouveau sentier d'expansion, une nouvelle trajectoire qui nous permet en fait de gagner en termes de 2 points majeurs, emploi pour les jeunes qualifiés, tout simplement. Alors ça c'est possible, c'est beaucoup plus simple que de mettre en place, que de changer le système productif. Ça n'a pas de sens pour moi. En tant qu'économiste, j'ai du mal à accepter cette notion d'un changement radical d'un système productif. Mais trouver des changements progressifs dans une logique de long terme, c'est tout à fait possible. Voilà. Merci, Ahmed. Vous avez la parole. Pour la première partie concernant les compétences tunisiennes à l'étranger, nous avons une population, une communauté à l'étranger qui est autour de 1,2 million de Tunisiens à l'étranger, dont 122 000 à peu près sont des compétences. Et lorsqu'on parle de compétences ici, on parle soit de diplômés du supérieur ou bien ceux qui ont des qualifications moyennes ou des hommes d'affaires ou artisans ou petits métiers. Donc cette population de compétences, donc, ça constitue à peu près 10%, 10,2% de notre communauté à l'étranger. Donc, selon les dernières statistiques, nous avons 40% des flux des immigrés ont un niveau d'enseignement secondaire et 24% des flux des immigrés ont un niveau de diplômé de supérieur. Ces statistiques donc montrent que la part des compétences dans la population tunisienne à l'étranger va augmenter de plus en plus au fil des années. Donc, comme il a dit M. Krea dans son intervention, dans l'analyse qu'il a portée sur l'emploi des diplômés du supérieur dans les différents secteurs économiques en Tunisie qui est faible, donc cela encourage les diplômés du supérieur à émigrer de plus en plus à l'étranger. Nous avons également 75 000 d'étudiants qui représentent 6,1% de notre communauté à l'étranger, et nous avons également 178 000 élèves tunisiens à l'étranger, ce qui fait 14,6% de notre diaspora à l'étranger. C'est concernant les compétences qui sont autour de 122 000 compétents tunisiens à l'étranger. Ils sont localisés notamment dans les pays francophones avec 53%, notamment en France avec 44%, 1,9% en Belgique, 0,9% en Suisse, 2,7% au Canada, 1,3% en Algérie et au Maroc. Et 47% à peu près se trouvent dans les autres pays. Également, selon les continents, nous avons 76 ou 77 000 compétents en Europe. Nous avons soit 36 800 dans les pays arabes. Nous avons 7 000 en Amérique du Nord et 1 800 en Afrique. Pour la localisation de ces compétences dans les principaux pays à l'extérieur, ils sont localisés notamment en France, comme j'ai dit, avec 54 000, en Belgique, Luxembourg et Suisse avec 3 400 et les autres pays de l'Europe avec 19 400. Dans les pays arabes, nous avons 36 800, en Algérie 1500, et au Maroc 1600 et les autres pays avec 33 700. En Amérique également du Nord avec 7000, dont 3200 sont au Canada et 3800 dans les États-Unis. Pour les étudiants tunisiens à l'étranger, ils sont localisés notamment en France avec 49,6%, 17,8% en Italie, 7% au Canada et 6,1%
en Allemagne. En termes de chiffres, nous avons les chiffres ici, et surtout il y a la Roumanie avec 1300 étudiants. Cela s'explique surtout par le système d'orientation universitaire au niveau de la Tunisie. Le système, nous savons très bien que le système d'orientation universitaire, c'est un système de points, c'est un score à obtenir pour avoir la spécialité demandée, et il y a un bon nombre d'étudiants qui n'obtiennent pas leur choix préféré, donc d'où l'immigration à l'étranger pour continuer leurs études dans la spécialité préférée. Pour le deuxième point, on va parler des conventions relatives à la migration. Nous œuvrons toujours à conclure des conventions ou des accords en matière de migration organisée, et c'est un choix stratégique pour la Tunisie, cela étant pour garantir les droits du migrant et éviter surtout la migration irrégulière et qui a des conséquences néfastes pour le migrant. Donc nous avons pu conclure des accords bilatéraux principalement avec la France, la Suisse, l'Allemagne, le Qatar et la Libye. Pour ces accords avec la France, c'est l'accord avec la France qui a été conclu en 2008 comprend 3 principaux volets. Il y a la migration professionnelle, où il y a 4 instruments: les jeunes professionnels qui émigrent pour une période déterminée, une année renouvelable pour une autre année. La carte de compétences et talents, c'est pour les diplômés du supérieur notamment, et les arts. Donc cette carte, elle est de 3 ans renouvelable pour une même période. Le travail salarié entre 3 et 6 mois au cours d'une année renouvelable, et le travail saisonnier, et puis le travail salarié qui est de durée déterminée ou durée indéterminée en fonction de la spécialité qui doit être sur la liste des métiers dont la Tunisie bénéficie. Aussi, nous avons bénéficié d'une enveloppe de développement solidaire et qui a servi à renforcer et appuyer notamment les centres de formation professionnelle. Il y a 14 centres qui ont bénéficié de l'intervention de ce programme. Et le troisième volet concerne le programme d'aide au retour volontaire, et dont on va parler par la suite dans ce volet-là. Pour les placements dans le cadre de l'accord tuniso-français, nous avons normalement un quota de 9000 qui est réparti en 1500 jeunes professionnels, emploi saisonnier 2500, compétences et talents 1500 et contrats salariés 3500. Les réalisations sont entre 1500 et 2000 par an. Et les réalisations effectives, il y a aussi changement de statut ou régularisation de situation en France, ce qui amène les réalisations à peu près 3000 annuellement. Donc, ici, les réalisations n'ont pas atteint le quota désiré, étant donné que la plus grande difficulté qui concerne le contrat de travail qui doit être recherché par le demandeur d'emploi. Aussi, avec la Suisse, nous avons conclu un accord en juin 2012. Il y a en fait 2 accords. Un accord relatif à l'échange de jeunes professionnels. Nous bénéficions d'un quota de 150 par an, et un programme d'aide au retour volontaire qui offre la possibilité aux migrants de retour de créer leur projet et bénéficier de l'assistance et de l'accompagnement et d'une aide financière dans le cadre de la création de ces projets. On a également
un accord avec l'Allemagne. On a eu une expérience qui a réussi en 2013 en plaçant 100 ingénieurs dans différentes spécialités telles que l'informatique, l'électronique, l'électromécanique ou génie civil ou génie mécanique. Donc, dans cette opération, les ingénieurs bénéficient d'une période de stage de 6 mois en Allemagne et à la suite de ce stage, les ingénieurs ont été insérés dans des entreprises allemandes. On a vu la réussite de cette première action. Nous avons également entamé une deuxième en 2014-2015 en plaçant 150 ingénieurs. Aussi, un accord de coopération bilatérale entre l'ANITI et son homologue allemand chargé de l'emploi a été signé en 2013 pour le recrutement dans des spécialités paramédicales. On a également les services dans ce cadre offerts par l'ANITI, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, qui offre des services pour les candidats à l'immigration. Nous avons la préparation des candidats à l'immigration, notamment au niveau de la formation complémentaire, telle que la formation linguistique. Nous avons, l'ANITI a mis en ligne un programme de formation à distance en anglais et en français et qui touche 1000 bénéficiaires par programme. Donc également la prospection des offres à l'étranger, nous avons commencé par mettre en place un attaché emploi à Qatar et ceci va être aussi en Libye, mais vu la situation sécuritaire en Libye, ils sont en stand-by. Et on va avoir d'autres attachés emploi, notamment en Arabie Saoudite et en France et au Canada. Également, l'ANITI a mis en place un site web de l'emploi à l'international, www.anitiinternational.tn. Ce site web permet d'avoir un CVT des candidats à l'immigration, également permet la publication des offres d'emploi à l'étranger et de diffuser l'information sur les accords bilatéraux et les procédures de placement à l'étranger. Aussi, l'autre organisme de public de placement à l'étranger, c'est la TCT, l'Agence tunisienne de coopération technique, qui elle-même a des antennes dans les principaux pays du Golfe et en Mauritanie, et dont la tâche principale, c'est le placement des compétences tunisiennes à l'étranger. En troisième partie, il y a les établissements privés de placement à l'étranger, et on a mis un cadre juridique en 2010 pour l'organisation de ce secteur, parce que ce secteur, avant cette date, il travaille d'une manière anarchique. Donc on a voulu bien organiser ce secteur et de profiter des opportunités d'emploi à l'étranger dans le cadre légal. Donc ici, le cadre juridique mis en place en 2010. Dans ce cadre juridique, définit les conditions d'exercice. L'établissement privé exerce l'activité de placement à l'étranger sans qu'il soit une partie dans la relation de travail. La non-perception d'une contrepartie financière auprès des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire des services gratuits pour le demandeur d'emploi, le traitement des candidats à l'immigration sans aucune discrimination, et aussi ils doivent fournir, pour avoir cette autorisation, ils doivent fournir une garantie bancaire de 30 000 dinars au ministère de la formation professionnelle de l'emploi, et en cas d'abus, le ministère peut prélever des montants pour faire retourner
aux demandeurs d'emploi. Ici, la répartition des autorisations délivrées. Nous avons délivré 20 autorisations ici par année et par gouvernorat, 13, la majorité, 13 sur 20 sont localisés au capital Tunis et il y a à Benarous, Sousse, Mahdia, Kérouan, Sfax, de 1 à 2 autorisations par gouvernorat. Ici, les réalisations de placement par ces établissements, puisque nous avons autorisé 5 établissements en 2015, donc ces 5 établissements n'ont pas émis des statistiques, donc ils sont appelés à à communiquer les statistiques en fin d'année, et on a recensé à peu près 700 opérations de placement réalisées par ces établissements ayant eu l'autorisation. Pour l'aide au retour aux migrants, on a toute une structure d'accompagnement au niveau des bureaux d'emploi et au niveau des espaces entreprendre pour le développement des capacités entrepreneuriales des porteurs de projets des migrants. Et également, ils peuvent être aidés dans la réalisation des bilans de compétences et ils peuvent aussi bénéficier d'une formation avant-projet qui sert à la création d'entreprises. C'est fait. Il y a également un accompagnement des porteurs de projets dans la préparation de l'étude de faisabilité et dans le suivi et l'accompagnement des différentes étapes de création de projets. Dans le cadre de la coopération avec la Suisse, à travers bien sûr l'OIM, on a pu identifier ces 491 migrants qui ont pu créer leur propre projet. Et dans le cadre de la coopération avec l'OFI de la France, on a également faire bénéficier 355 migrants de retour pour créer leur propre projet. En cinquième partie et dernier point, la gestion de la main-d'œuvre étrangère. Comme vous savez que cette gestion elle est assurée par les services du ministère de la formation professionnelle. Ici, le cadre juridique de l'emploi des étrangers en Tunisie. Il y a une multitude de cadres réglementaires qui régissent l'emploi des étrangers en Tunisie. Il y a des catégories qui reçoivent presque d'une manière automatique cette autorisation de travail, tels que les étrangers qui ont la qualité d'employeur, les agents d'encadrement et de maîtrise dans les sociétés totalement exportatrices ou qui exercent dans les parcs d'activité économique qu'on appelle zone franche, c'est-à-dire ils peuvent recruter dans la limite de 4 agents sans que la situation de l'emploi soit prise en compte. Également les agents d'encadrement et de maîtrise dans le domaine de prospection et de recherche dans le cadre du code minier, les agents d'encadrement et de maîtrise dans la prospection des hydrocarbures et les agents de nationalité étrangère qui ne relèvent pas des professions médicales. Aussi les ressortissants algériens et marocains vu les conventions d'établissement de 63 et de 64, les cadres étrangers qui travaillent dans les associations et les ONG, les coopérants techniques et aussi dans le code du travail lorsqu'il s'agit d'une existence d'homologues tunisiens, les agents d'encadrement de maîtrise de nationalité étrangère soumis au régime totalement exportateur, les agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans le domaine d'exploitation du code minier et dans le code des hydrocarbures. Aussi ceux qui sont détachés dans les entreprises mères
les détachés auprès des succursales des entreprises mères, les étrangers qui sont détachés également dans les entreprises qui participent dans le cadre de la sous-traitance, c'est-à-dire l'exécution des marchés en Tunisie, les jeunes professionnels tunisiens et français et suisses, et les agents de nationalité étrangère qui exercent dans le domaine sportif, et les animateurs et les représentants des agences de voyage. Donc ici, les statistiques selon l'INS du stock des étrangers en Tunisie, nous constatons que il y a une évolution énorme pour la nationalité libyenne qui a passé de 2700 à 8700. Les pays africains également de 3000 à 7500 de 2004 à 2014. Aussi la nationalité française de 4600 à 8000 presque. Et le total de 35 000 à 53 000. Pour les flux des étrangers annuels, c'est-à-dire les autorisations ou les permis de travail délivrés, nous constatons presque une stagnation du nombre de permis de travail, alors qu'une légère baisse au cours des dernières années, comme vous savez très bien que les permis de travail sont délivrés surtout en fonction des investissements. Et lorsque l'investissement, surtout direct, les IDE diminuent, donc on s'attend à ce que les permis de travail également diminuent. Et si par statut, la répartition des permis de travail délivrés. Et merci pour votre attention.